l'Hôtel national des Invalides. Ce lieu prestigieux, construit sous Louis XIV pour soigner les militaires invalides, abrite aujourd'hui sous sa coupole dorée l'un des plus grands musées de l'armée au monde. Un cimetière des guerres passées. Jusqu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas montrer la réalité crue de la guerre. L'invention de la photographie a permis de changer cela. En 1861, les premiers témoignages visuels de la guerre concernent la guerre de sécession en Amérique. Mais la technologie de l'époque, nécessitant de longs temps d'exposition, ne pouvait montrer les soldats que dans des poses très figées. Ou alors dans la mort. Avec l'invention du cinéma, la guerre a fait son apparition dans les salles. Puis dans les salons, avec l'arrivée de la télévision. Et aujourd'hui, la guerre est en ligne sur Internet. La guerre moderne, c'est aussi une guerre dans les médias. Audience, propagande, choc des images. Où se trouve encore la vérité? Chacun des belligérants veut mettre le public de son côté. Cela a commencé avec les panoramas, des œuvres monumentales de 120 mètres de long et de près de 20 mètres de haut, exposées dans d'immenses bâtiments qui ont façonné les paysages urbains des métropoles européennes au XIXe siècle. Des machines à illusion pour des millions de personnes. Leur effet sur le public, cette expérience d'immersion à 360 degrés dans l'image, peut se revivre aujourd'hui dans les panoramas contemporains de l'artiste Yadégar Assisi. Yadégar Assisi a redéfini le panorama comme médium indépendant et l'a développé au XXIe siècle comme nouvelle forme d'art. Son panorama à Dresde représente le raid aérien dévastateur des Alliés sur la ville début 1945. À la fin du XIXe siècle, la guerre franco-allemande de 1870 était le thème principal des panoramas. À travers eux, la guerre continuait à s'afficher dans les grandes métropoles européennes. Certaines de ces peintures attiraient les grandes foules. En Allemagne, le panorama de Sedan, inauguré en 1887, a été vu par plus d'1 million de personnes. En France, le panorama de Rezonville, datant de 1883 et peint par Alphonse de Neuville et Édouard de Taille, connut un succès similaire. Rezonville, petit village de l'Est de la France, en Moselle, non loin de Metz. C'est là que s'est déroulée la bataille la plus sanglante de la guerre franco-allemande. 32 000 morts, blessés et disparus. Jamais auparavant on n'a déploré tant de pertes en si peu de temps, d'un côté comme de l'autre. La bataille de Rezonville s'est déroulée dans les premières semaines du conflit franco-allemand. Un conflit qui vit la France perdre bataille après bataille. Le panorama de Rezonville n'existe plus. Il a été découpé et dispersé à travers le monde. Mais on a pu en conserver une esquisse au crayon. C'est à partir de ce dessin qu'Adrien Moser est parti à la recherche des fragments du panorama de Rezonville. Il veut reconstituer le puzzle, mais aussi comprendre cette guerre déterminante pour l'histoire de l'Europe. C'est théâtral plus que tragique. C'est-à-dire que la façon dont De Neuville et De Taille ont représenté le soir de la bataille, en fait, c'est un peu la fin d'une représentation. Le rideau tombe et on compte les cadavres sur le sol. Et c'est assez difficile aujourd'hui, quand on regarde le paysage, de se rendre compte du nombre de personnes qui étaient sur place et surtout du nombre de cadavres et de chevaux, de pièces d'équipement qui ont été laissés sur place et qu'on voit au premier plan du panorama. Moi, je n'ai pas un sentiment de tragédie quand je regarde le panorama, mais il y a une certaine tristesse qui est peut-être aussi la tombée du soir et le fait que c'est une action pour rien, finalement, 16 000 pertes de chaque côté. Le nouveau musée de la guerre de 1870 à Gravelotte.
Certains fragments retrouvés par Adrien Moser y sont exposés. C'est déjà dans un musée que le jeune Adrien, alors âgé d'à peine 9 ans, découvrait une peinture d'Édouard de Taille représentant un soldat mort. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'histoire militaire, c'est aussi l'histoire de la mort des gens qui sont en guerre. Et que cette première représentation de la mort m'a vraiment marqué. Et j'ai depuis gardé ça comme la première vision de ce que peut être la mort dans la peinture militaire et aussi dans... je pense que De Taille et de Neuville ont été les premiers à ne pas cacher à leur public la mort. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué à l'époque. Bon, j'étais un peu jeune pour le voir, mais ça m'avait vraiment marqué. Et dès le départ, j'ai senti en fait que cette représentation de la guerre me parlait et que j'avais besoin d'en posséder les morceaux. Et j'ai essayé de trouver comme un grand puzzle toutes les pièces, d'identifier où elles étaient, et on en trouve partout, d'Oslo à Buenos Aires. Deux photos très intéressantes ont pu être conservées. On y aperçoit Alphonse de Neuville et Édouard de Taille en repérage sur les lieux mêmes de la bataille de Rezonville, esquissant leur futur panorama. La représentation des événements de Rezonville se devait d'être aussi fidèle et réaliste que possible. Les deux peintres étaient très proches. Et c'est en tant que soldats qu'ils avaient participé tous deux à la guerre. Ils ne voulaient aucunement épargner à leur public les horreurs de celle-ci. Depuis plus de 10 ans, Adrien Moser parcourt le monde à la recherche de fragments du panorama. Chaque pièce qu'il achète est envoyée en restauration dans un atelier à Senlis, près de Paris. Il s'est beaucoup investi dans sa quête. De nombreux fragments ont déjà été retrouvés. Certains, en revanche, ont probablement disparu pour toujours. Ces fragments peuvent-ils rendre compte de la démesure d'un panorama ? Grâce à l'infographie, les fragments sont replacés dans l'esquisse crayonnée que les artistes nous ont laissée pour reconstituer au fur et à mesure l'ensemble du panorama. Il apparaît alors plus clairement comment De Taille et de Neuville ont su captiver un public traumatisé par cette guerre. La guerre de 1870 a pris fin pour l'Allemagne avec la fondation du Reich, qu'Otto von Bismarck avait mise en scène dans la Galerie des Glaces de Versailles. C'est ce que représente la colonne de la Victoire à Berlin. Mais cette colonne est aussi l'héritage d'un artiste, Anton von Werner, qui dans une mosaïque située sur son socle, a fait figurer une version de son célèbre tableau représentant la fondation du nouveau Reich allemand. Le croquis à l'huile de la mosaïque existe toujours et se trouve dans le dépôt d'un musée à Berlin. Anton von Werner s'est vu confier la conception de la colonne de la Victoire car il n'était pas seulement le meilleur chroniqueur du nouvel empire allemand, mais aussi le plus influent. Ses peintures ont créé l'image du Reich. En 1871, à Versailles, il avait été témoin oculaire de la fondation du Reich et devait figer ce moment pour la postérité. Toutes ces peintures, dont la version dite du château, ont brûlé lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, dans la version dite du château, le peintre s'était représenté lui-même, ce qui est aussi le cas ici. Dans la mosaïque de la colonne de la Victoire, il se met en scène comme tromboniste, tel un messager qui porte les nouvelles au monde.
On comprend la symbolique. Le peintre Anton von Werner annonce au monde l'acte fondateur de l'Empire allemand. La colonne de la Victoire a été inaugurée le 2 septembre 1873. Le Sedantag, ou jour de Sedan, férié dans le Reich, commémorait la bataille qui donnait la victoire aux Allemands. Dix ans plus tard, c'est également lors d'un Sedantag que le panorama de Sedan d'Anton von Werner a ouvert ses portes au public sur la Alexanderplatz, l'une des places les plus importantes de Berlin. À cette époque, c'était le plus grand et le plus cher panorama au monde. Le peintre Anton von Werner est aujourd'hui complètement oublié. Sa villa a miraculeusement survécu au bombardement. On peut encore y voir des parties d'une fresque qu'il avait réalisée pour la décorer. Des peintures qui en disent beaucoup sur l'image que l'artiste avait de lui-même. Bien sûr, devant les deux guerres mondiales qui vont suivre, on a presque oublié celle de 1870. Et il y a une similitude avec l'imagerie d'Anton von Werner, qui elle aussi a presque disparu de nos mémoires, alors qu'elle nous aide à comprendre cette époque. Le Salon Rouge était le cœur de la villa. C'est avec fierté qu'Anton von Werner a représenté dans une peinture l'honneur que lui avait accordé le prince héritier et sa cour en assistant au baptême de son fils. Il était le prince des peintres, un des vainqueurs de la guerre franco-allemande. Et dans son panorama consacré à cette guerre, il raconte une toute autre histoire que celle de son rival français, Alphonse de Neuville. La guerre franco-allemande a débuté le 2 août 1870 près de Sarrebruck. Les troupes françaises avancent vers la ville sarroise. Mais à peine un jour plus tard, ce sont les soldats allemands qui se trouvent du côté français de la frontière, à Spicheren. Énorme surprise pour l'état-major français. Jean-Pierre Klein vit près du champ de bataille de Spicheren. Il a reconstitué chaque minute de la guerre dans son village natal. En 1870, la France était la première puissance militaire en Europe. Bismarck rendit public dans la dépêche d'Ems un échange de courriers entre l'ambassadeur de France à Berlin et le roi de Prusse. Ceci déclencha un véritable scandale diplomatique dans les journaux français et allemands. Afin de ne pas perdre la face, Napoléon III fut obligé de déclarer la guerre à la Prusse. L'association sarroise, dit Dreisiger, est spécialisée dans la reconstitution d'événements historiques. Elle va recréer une des esquisses dessinées par Anton von Werner à Spicheren. Après la bataille de Spicheren, il est devenu clair que les plans de Napoléon III ne pouvaient pas fonctionner. Son pari était que les États du sud de l'Allemagne ne formeraient jamais une alliance avec la Prusse et que la France aurait donc jeu facile dans cette guerre. Les premiers jours du conflit lui ont d'ores et déjà démontré qu'il avait tort. Les esquisses d'Anton von Werner nous montrent comment, dans son tableau sur la bataille de Spicheren, il a voulu condenser les événements des premiers jours de la guerre franco-allemande. Ce sont des documents très révélateurs sur sa façon particulière de travailler. Il a fait venir chez lui, dans son jardin de Wannsee, des modèles avec toutes sortes d'uniformes, français et allemands. Et il les a fait poser dans les figures les plus improbables, jusqu'à faire perdre l'équilibre à l'un d'entre eux pour qu'il tombe en arrière. C'était pour lui la meilleure façon de représenter fidèlement la réalité.
Quand vous vous tenez là, comme moi, défile l'image de tous ces siècles qui allaient suivre et dont on n'avait aucune idée à l'époque. Tout ce pathos mis en œuvre ne serait plus réalisable aujourd'hui. Ça en devient presque comique, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Mais dans ce cas, il suffit de le regarder avec les yeux de l'époque, et tout a l'air de suite très différent. Et puis il y a la pause avant le début de l'action où l'on commence à tirer. Impossible de faire autrement, bien sûr. Le personnage central se tient dans une pose héroïque, mais autour de lui, tout semble très réaliste. C'est avec la charge du général prussien Bruno von François allant au devant de sa mort qu'Anton von Werner a résumé la bataille de Spicheren. Une peinture fige un moment précis et le synthétise. Un panorama, lui, peut raconter une histoire. Comme Jean-Pierre Klein l'a découvert, il existait en effet un panorama de la bataille de Spicheren. C'est avec de vieilles cartes postales collectées depuis des années qu'il a reconstitué ce panorama. Am Weg, wo nach Saarbrücke geht, und dann der Kiefernwald, die Höhe von Spicheren und hier. Stellen wir es mal auf, machen wir es mal rund. Ja, du musst dir das ja tatsächlich wie einen Kreis vorstellen. À l'époque, comme aujourd'hui, les panoramas nécessitaient des bâtiments dédiés de dimensions énormes. On les appelait des rotondes. À l'époque, on ne pouvait accéder au panorama que par un endroit bien précis, le centre. Mais on ne pouvait pas s'approcher de la peinture, car il y avait ce qu'on appelle un faux terrain. C'était un espace devant le panorama qui participait à l'illusion. Mais moi, je dirais que cette surface casse en fait l'illusion, et je l'ai remplacée par un effet de hauteur. Je voulais que le regard porte vers le bas. Et c'est pourquoi mes panoramas atteignent 30 mètres de haut, ce qui techniquement n'était pas réalisable à l'époque. Il existe encore des rotondes datant du 19e siècle dans des endroits improbables, comme aux Champs-Élysées à Paris, avec 2 bâtiments panoramiques sur les 8 prévus à l'origine. Le plus ancien, inauguré en 1839, est aujourd'hui un théâtre. Avant cela, les plus grandes batailles de Napoléon Ier avaient été représentées. On peut encore y voir les traces de ce passé sur sa façade. Dans les années 1880, il y a un véritable renouveau du spectacle de panorama qui en France est lié à la guerre de 1870 et à la mémoire qui se construit autour de la guerre de 1870. J'ai envie de dire autour de la défaite. Et il va y avoir une multiplication de ces panoramas, à la fois à Paris et aussi en province. Ces panoramas, qui ont connu un énorme succès auprès du public, ont tourné dans les rotondes des capitales européennes. Ils étaient tous de même dimension. C'est ainsi que le panorama de Rezonville a été présenté à Vienne, puis pendant longtemps à Paris et même à Berlin. Afin de comprendre le succès qu'a connu à l'époque le panorama, il faut aussi expliquer le contexte et l'importance de la bataille de Rezonville. Après que l'armée française a dû renoncer dès les premières semaines de la guerre à son avancée vers l'Allemagne, elle s'est repliée vers la forteresse de Metz. Le nouveau plan était de se rassembler ici et de retirer les troupes via Verdun jusqu'à la ville sûre de Châlons-sur-Marne. Des troupes bavaroises et prussiennes se trouvaient déjà dans les environs de Metz. Il s'agissait de savoir si l'armée française pouvait encore se replier à temps. Mais celle-ci s'est attardée trop longtemps dans la forteresse. Le départ fut reporté à maintes reprises. Après avoir perdu une semaine décisive, la retraite a commencé le 15 août 1870. Mais à l'ouest de Metz, à Gravelotte et Rezonville, l'état-major français a ordonné d'attendre les régiments retardés. Le lendemain matin, les unités prussiennes attaquent. Les combats qui s'étendent sur un front de près de 20 km de long sont très meurtriers, particulièrement à Rezonville.
Les unités prussiennes attaquent à 3 reprises. À chaque fois, elles sont repoussées. Le paysage se transforme en fosse commune à ciel ouvert. Les combats ne se terminent qu'à la nuit tombée et l'armée française doit battre en retraite vers Metz. Sur le terrain, pas de vainqueur. Je ne comprends toujours pas pourquoi on va partir en guerre alors que rien n'est prêt en France. Ça me paraît absolument extraordinaire. Et le concours de circonstances qui fera le départ en guerre et l'arrivée sur les champs de bataille de l'Est français, sans carte de France, avec juste des cartes de l'Allemagne, parce qu'on n'avait aucune idée qu'on allait se battre en France. Enfin, c'est absolument surréaliste. On n'arrive pas à penser qu'on ait pu se tromper à ce point-là. C'est quelque chose, pour moi, qui est totalement inimaginable. Et les actions d'héroïsme de l'armée française à cette époque est d'autant plus extraordinaire finalement qu'il n'y a pas de coordination, personne ne comprend ce qui se passe, et donc il y a une incompréhension globale, il y a une incompréhension individuelle des événements globaux qui est absolument terrible. Et quand on lit les journaux des officiers ou des soldats qui participent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Rezonville et Gravelotte deviennent un traumatisme pour les Français. La mort de ces dizaines de milliers de soldats s'ancrera profondément dans l'inconscient collectif. Avec le panorama de Rezonville, Édouard de Taille a voulu montrer les horreurs de la guerre moderne. Et Alphonse de Neuville, le destin des simples soldats. Quand on regarde le panorama de Rezonville, on ne comprend pas la bataille. On ne sait pas qui a gagné. On a l'impression que les Français sont vainqueurs, puisqu'ils se congratulent et on voit des cadavres d'Allemands. Donc, symboliquement, ils sont vainqueurs, puisqu'ils restent sur le champ de bataille. La tradition veut que celui qui reste sur le champ de bataille est le vainqueur. Mais pourtant, au soir du 16 août, les Français vont se retirer. Et donc, se laisseront emprisonner dans Metz, et c'est la déroute qui sera connue après, en septembre, de Metz. Le panorama est un moyen de représenter l'image en fait, que les deux peintres avaient de l'événement et qui était aussi dans l'imaginaire collectif français. C'est-à-dire que ces défaites dans l'Est français à l'époque, c'était un traumatisme inconcevable pour nous aujourd'hui. La France est tombée de son piédestal en 1870-1871. Et le fait de montrer une victoire française des armées impériales, c'est aussi une façon de se relever après cette chute. Il n'était pas comme ça. Oui, en regardant bien, on voit qu'il y a plein de repentirs. Il y a des tas de repentirs. Il y a la tête la gueule du cheval, voilà. Ouais, le cheval Et le maître, de temps à autre, en profiter pour rajouter quelques petites choses. Non, aussi, c'est la manière de peindre tous ces personnages. Enfin, vous prenez le bas des vestes dessus pour essayer de donner un effet de mouvement. On a retrouvé là. C'est la question. Cette guerre fut aussi la première des guerres modernes, avec de nouveaux champs de bataille. L'évolution de la technologie militaire rendait l'ennemi invisible. Mitrailleuses, artillerie, des portées de plusieurs kilomètres parfois. La mort frappait de nulle part. Édouard de Taille était conscient que cette guerre ne pouvait plus être représentée de façon réaliste dans des peintures. Édouard de Taille a beaucoup réfléchi sur cette question. Il avait
en peignant le panorama de Rezonville, l'idée de peindre effectivement la réalité de la guerre moderne. Et d'ailleurs, on peut voir dans un certain nombre de ces fragments toute la violence du conflit. Esthétique, De Taille a aussi pensé qu'il y avait une limite effectivement à la représentation de la guerre et que cette limite ne pouvait pas être dépassée car alors la représentation serait devenue insupportable pour le public. Un coup de mitrailleuse, un fascinant tableau d'Édouard De Taille. Il montre des soldats allemands fauchés par un tir de mitrailleuse, la première arme à tir rapide de l'histoire. Un tableau qui ne montre plus des ennemis, mais seulement des victimes. Afin de libérer les 180 000 soldats encerclés dans la forteresse de Metz, le commandement français rassembla à la hâte une armée de réserve, l'armée de Chalon-sur-Marne. Mais celle-ci échoua dans sa tentative et dut faire retraite sur la forteresse de Sedan. Les événements qui allaient suivre, comme la naissance du Reich, seront célébrés plus tard en Allemagne et illustrés dans le plus grand et le plus cher panorama au monde sur la Alexanderplatz de Berlin. Si on en a ici la S-Bahn, donc la gare Alexanderplatz, tous ceux qui sont déjà allés à Berlin connaissent bien cet endroit. Vous aurez donc ici la tour de télévision. Si l'on imagine à quoi ressemblait le Alexanderplatz à l'époque, donc si le bâtiment du panorama de Sedan s'y trouvait toujours, alors il se situerait exactement devant la tour de télévision, avec une entrée et un grand portail ici, flanqué la plupart du temps d'un drapeau, une grande coupole et au-dessus une lanterne. Et si on l'avait gardé, ils l'ont démoli parce qu'ils n'en avaient plus l'usage, mais s'il était resté, cela aurait changé beaucoup de choses pour Berlin, car on ne peut évidemment pas ignorer un bâtiment aussi imposant. Un panorama n'aurait pas pu être plus central, mais c'était aussi l'un des panoramas les plus célèbres en Allemagne. Et lorsque l'on voit à quoi cela ressemble aujourd'hui, l'endroit n'a plus rien à voir. Rendre le passé à nouveau visible, voilà ce qu'offre le panorama. L'autel de Pergame est un monument religieux élevé à l'époque hellénistique dans l'actuelle Turquie. Il se trouve depuis la fin du XIXe siècle à Berlin. Aujourd'hui en restauration, il ne sera visible pour le public qu'après 2024. Yadégar Assisi a développé un concept qui met en scène la vie et l'activité de la ville de Pergame en 129 après Jésus-Christ, tout en exposant la beauté originale de son grand hôtel. Jusqu'à la réouverture du musée de Pergame, ce panorama sera visible juste à côté dans une grande rotonde moderne. Un énorme défi artistique et des années de travail. Je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose avec ces panoramas, car cela demande une profonde motivation que de se lancer dans une création de cette ampleur. C'est un acte énorme. C'est une vraie démarche d'artisan, et vous êtes confronté à de nombreux obstacles. À quel moment vous lancez-vous? Que montrez-vous? Il y a 100 000 façons de traiter un sujet. Dans un panorama, nous avons l'avantage, mais aussi l'inconvénient, de devoir tout rendre cohérent. L'avantage, c'est que nous le traitons séquence par séquence. Je peux intégrer de nombreuses thématiques dans une même image, parce que je n'ai pas une vue globale de l'œuvre. Je suis au centre. Si je regarde dans cette direction, je peux voir autre chose que si je regarde dans une autre direction. Il ne doit pas y avoir de rupture. Les scènes doivent agir dans une continuité, sans pour autant raconter la même chose. La production d'un panorama ressemble énormément à celle d'un blockbuster de cinéma. Comme dans un film, le script d'un panorama doit prendre en compte des effets visuels complexes. C'est dans un studio berlinois que sont conçues les nombreuses scènes à partir desquelles le panorama sera ensuite assemblé selon une procédure très particulière. Anton von Werner a procédé de la même façon avec son panorama de Sedan. Ce dernier a coûté 1 million de Goldmark, une somme astronomique pour l'époque. Sie stehen hier oben und schenken ein. Ja, so. Und jetzt gehen Sie einzeln hoch. Stopp. Okay.
Le panorama de la Alexanderplatz de Berlin a connu un succès énorme auprès du public. Lorsqu'il a fermé en 1904, plus d'1 million de personnes avaient pu le voir. Imaginez une époque où les images commencent à être accessibles au grand public. D'un coup, on construit un énorme bâtiment juste ici, qui permet aux gens de se mettre dans une situation qui était impensable jusque-là. On se retrouve alors au milieu d'un champ de bataille ou au centre d'une histoire. C'était quelque chose que l'on ne pouvait pas s'imaginer. Puis, il y a eu d'autres médias, la photographie, le cinéma. Et soudain, ce qui fut accueilli avec tant d'euphorie s'est terminé. C'était bien sûr le premier média de masse, mais le public a fini par le rejeter, car des médias encore plus populaires ont fait leur apparition, comme le cinéma. Qu'est-ce qui pouvait attirer le public allemand vers ces panoramas? Quelle était l'importance de la bataille de Sedan pour la guerre de 1870? Après les nombreuses défaites lors des premières semaines de la guerre, la retraite de l'armée française à Sedan était censée lui donner un peu de répit. Mais les troupes allemandes sous la direction d'Helmut von Moltke les y ont poursuivis. L'armée française sera rapidement encerclée. La bataille décisive aura lieu le 1er septembre 1870. L'un des premiers films allemands datant de 1910. Il est incontestable que le cinéma, ce média émergent, a également voulu impressionner le public allemand en y représentant la guerre de 1870. Et le modèle pour ces premières images animées n'était autre que le panorama de Sedan d'Anton von Werner. L'artiste avait accès à toutes les archives concernant la guerre. À tout moment, il pouvait questionner Moltke et Bismarck, ou encore demander à des officiers et des soldats de lui raconter des événements précis qui se sont déroulés sur le champ de bataille. Il a même fait tirer le canon afin d'étudier la fumée qui s'en dégageait. Sur place, il esquisse des croquis très précis qui ont pu être conservés jusqu'à aujourd'hui. Chaque détail a fait l'objet de minutieuses recherches. Son objectif, raconter de façon photoréaliste dans une fresque de 2300 mètres carrés les grandes et les petites histoires qui se sont déroulées sur le champ de bataille de Sedan entre 13h30 et 14h le 1er septembre 1870. Lorsqu'Anton von Werner va commencer à travailler sur son panorama de Sedan, il ne va pas simplement visiter le champ de bataille pour repérer le terrain ou observer des uniformes, il va aussi étudier de très près le travail de De Taille et d'Alphonse de Neuville. Il va même rencontrer les deux peintres et rester en contact avec eux. Avant la guerre, le jeune Anton von Werner a vécu un certain temps à Paris. Il admirait la peinture française, qui était alors la référence en Europe, et s'était lié d'amitié avec Alphonse de Neuville et Édouard de Taille. Mais leur vision de l'art n'aurait pas pu être plus divergente. De vieilles photographies du panorama en noir et blanc ont été découvertes récemment dans un fonds privé. Malheureusement, rien d'autre ne subsiste. Mais ces photos suffisent pour se rendre compte à quel point la peinture d'Anton von Werner était réaliste. « 130 ans plus tard, ces images ont à nouveau pu être assemblées. Elles permettront peut-être de nous donner une idée de l'effet de ce panorama sur son public berlinois. Le panorama de Sedan était si saisissant que les visiteurs avaient l'impression d'assister à la vraie bataille. C'était une attraction destinée au grand public, mais c'était aussi un lieu où les Allemands,
quel que soit leur rang social, découvraient la naissance de leur propre nation. Et nous assistons à ce moment où le grand peintre de son époque constate qu'il a réussi à figer cet instant avec tant de réalisme, que cela deviendra le symbole d'un public qui assiste à la naissance de sa nation. La bataille en devient presque esthétique et les accessoires à l'avant-plan y participent. Je ne dirais pas que c'est beau, mais il y a quelque chose d'agréable. En fait, la bataille s'est déroulée derrière la colline. Et des cadavres, il y en a aussi. On en voit d'ailleurs quelques-uns, mais ça reste assez limité. Depuis une plateforme mobile et à l'aide d'un dispositif son et lumière, les visiteurs sont plongés au cœur de la bataille. La découverte du panorama s'enchaîne avec celle de dioramas, 3 tableaux de très grande dimension, également de Anton von Werner. Dans des salles dédiées, ces fresques racontaient des événements qui se sont déroulés les quelques heures qui ont suivi la bataille. L'état-major de l'armée allemande l'ignorait, mais pendant toute la durée de la bataille, l'empereur Napoléon III se trouvait dans cette maison à Sedan. Personne ne se doutait que l'empereur était resté avec ses troupes prises au piège. Sa présence à Paris aurait semblé plus logique afin d'assurer la continuité de son pouvoir après les nombreuses défaites du début de la guerre. Pourquoi Napoléon III est-il resté à Sedan? Cela restera un mystère. À ce moment-là, tous les récits, tous les témoignages le disent, Napoléon III était un homme malade, fatigué, il mourra quelques années plus tard, en exil, et qui n'est pas tout à fait en état de commander effectivement l'armée française. Alors que l'issue de la bataille était sans espoir pour les Français, Napoléon III a chargé son général et aide de camp, le comte Reille, de remettre personnellement au roi Guillaume de Prusse sa lettre de reddition. C'est le premier des 3 dioramas du panorama de Sedan. Quelques heures plus tard débutent les négociations de reddition. Elles se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. C'est ce que raconte le 2e diorama. Les Allemands voulaient que l'armée française entre en captivité. Demande qui a été rejetée par les émissaires de Napoléon III. Les pourparlers débouchent sur une impasse, mais le cessez-le-feu restera effectif. À l'aube, Bismarck est réveillé par un messager de Napoléon III demandant une rencontre sur une petite route de campagne près de Sedan. C'est le 3e diorama. Napoléon III va remettre son épée en main propre à Bismarck. Cet acte symbolique scellera définitivement le sort de la France. Cette remise de son épée par Napoléon III, ça signe effectivement la fin du Second Empire. Et on pourrait d'une certaine façon dire la fin d'un 19e siècle à la fois monarchiste et impérial. Et c'est aussi la fin d'une guerre traditionnelle de panache, d'héroïsme, dont on verra effectivement la disparition complète dans les semaines et les mois qui suivront effectivement la défaite de Sedan. Dans l'après-midi du 3 septembre, les nouvelles de la défaite et de la capture de Napoléon III arrivent à Paris. Le lendemain, le Palais Bourbon est pris d'assaut par la foule et la Troisième République est proclamée à l'hôtel de ville de la capitale. Un gouvernement de défense nationale décide de poursuivre par tous les moyens la guerre contre l'Allemagne. Alphonse de Neuville et Édouard de Taille avaient transmis le même message dans le panorama de Rezonville. Les anciennes élites s'inclinent, mais les soldats, eux, restent debout et continuent à se battre. Un message que le public français n'a que trop bien compris. Ébranlé par la défaite de Sedan, le peuple français avait besoin d'actes héroïques pour se redonner confiance. Le plus célèbre d'entre eux s'est déroulé à Bazailles, petit village proche de Sedan.
Une petite unité française tombe sur des troupes bavaroises marchant sur Sedan. Les soldats engagent l'ennemi largement supérieur en nombre dans une sanglante bataille de rue. Pendant plusieurs heures décisives, ils barrent la route de l'adversaire. Mais les combats ont été très meurtriers. Les derniers soldats français survivants se sont réfugiés dans une maison pour y combattre l'ennemi jusqu'au bout. Ce lieu est connu sous le nom de la maison de la dernière cartouche. Les impacts de balles sont encore bien visibles aujourd'hui. Après 1870, la plupart des artistes ont choisi de représenter des épisodes, c'est-à-dire des fragments de la bataille qui pouvaient avoir une valeur symbolique pour l'ensemble d'une bataille et du conflit. Le plus bel exemple, c'est le tableau d'Alphonse de Neuville, Les dernières cartouches, qui résume à lui seul toute la bataille de Sedan, alors qu'il en est un infime épisode le 1er septembre 1870. À l'époque, ce célèbre tableau a été reproduit à l'infini. C'est devenu une image de réconfort pour cette France vaincue. La peinture d'Alphonse de Neuville était si profondément enracinée dans la conscience collective que les frères Lumière et Georges Méliès se sont eux aussi appropriés cette histoire. Alphonse de Neuville est mort jeune, quelques années après la guerre, alors qu'Anton von Werner est devenu le peintre le plus demandé de son pays. Dans cette peinture, il représente le roi de Prusse, le futur empereur allemand Guillaume Ier, Moltke et Bismarck, menant le siège et le bombardement de Paris depuis leur quartier général à Versailles. La tentative du nouveau gouvernement français d'user les forces allemandes dans une guerre de guérilla n'a pas fonctionné, et Paris est maintenant sous le feu des puissants canons-croupes allemands. Bien qu'il restait encore des ressources militaires, le gouvernement français se rend le 26 février 1871. Toutes les armées françaises entrent en captivité, à l'exception d'une seule, celle du général Bourbaki. Le panorama Bourbaki à Lucerne, le seul ayant survécu au XIXe siècle. Il a pour sujet l'une des plus extraordinaires histoires de la guerre franco-allemande. Après que l'armée du général Bourbaki a refusé de déposer les armes, elle traverse les Alpes avec 100 000 hommes en direction de la Suisse. Des agriculteurs les ont secourus et pris en charge pendant plus d'1 an. C'est complètement étonnant. Il y a eu probablement des dizaines de panoramas sur la guerre de 1870, en France et en Allemagne. Le panorama de Rezonville, le panorama de Sedan sont les plus connus, le panorama de Champigny aussi, ou les panoramas de Philippe Otto. Mais c'est vrai que le seul qui existe en tant que tel, c'est les Suisses qui l'ont gardé, et c'est l'épisode des Verrières du passage de l'armée de Bourbaki. Alors c'est pas l'épisode le plus glorieux de l'armée française, mais c'est le seul qui reste. Et donc c'est vraiment... Moi, je trouve ça touchant, en fait, que les Suisses aient gardé la mémoire de la guerre de 70, plus que les Français. En 1864, 12 États signent la première convention de Genève qui reconnaît la Société nationale de la Croix-Rouge. Henri Dunant, un homme d'affaires suisse, est à l'origine de cette organisation, dont la vocation est de soigner les militaires blessés. C'est durant la guerre de 1870 que les idées de ce Suisse furent mises en pratique pour la première fois. Édouard Castres, l'auteur du panorama de Bourbaki, était membre de la Croix-Rouge durant cette guerre. Il est réconfortant que le seul panorama encore intact de la guerre franco-allemande ne raconte pas une bataille. C'était un pays pauvre avec des ressources faibles
qui a contribué à loger 100 000 soldats français. Donc c'était un effort considérable pour un pays comme la Suisse. Et le souvenir en est resté, puisque quasiment chaque village, chaque ville suisse a accueilli des soldats français. Je pense vraiment l'image du panorama, c'est la main tendue de la Suisse à une armée française en déroute. Et je pense que ça, c'est plus que la gloire des panoramas de Sedan ou de Rezonville. Ici, c'est la solidarité et la main tendue de la Suisse à la France. Il n'y a pas que l'armée Bourbaki qui refusa de déposer les armes. Lorsque le nouveau chef du gouvernement français, Adolphe Thiers, tente de désarmer la garde nationale de Paris le 18 mars 1871, un gouvernement révolutionnaire prend le pouvoir et proclame la Commune de Paris. C'est à Montmartre qu'ont eu lieu les combats les plus sanglants du soulèvement de la Commune. Pour exorciser ce souvenir, la bourgeoisie de ce quartier a décidé d'ériger en 1874 l'église du Sacré-Cœur. Plus de 20 000 insurgés furent tués lors de ce que l'on appellera la Semaine sanglante. Ce n'est qu'en mai 1871 que les troupes du gouvernement français, les Versaillais, réussirent à réprimer les milices armées dans des combats de rue acharnés. Et ce avec l'aide de soldats allemands. Le soulèvement populaire a finalement trouvé refuge sur la butte Montmartre. Et donc après la Semaine sanglante, et après la répression de la Commune, le camp réactionnaire français a décidé de construire cette basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre pour, conjurer cette histoire de la Commune de Paris. Donc c'est un symbole, effectivement, de la réaction catholique française après la guerre de 1870. Alors que la France cherche à se forger une nouvelle identité, l'Allemagne doit elle aussi se construire une nouvelle histoire. La guerre a réuni les États allemands dans un nouveau Reich proclamé à Versailles. Directeur de la Galerie d'Art nationale de Berlin et proche de la famille impériale, Anton von Werner dirigera la politique artistique en Allemagne. Il offrira à l'Empire les tableaux dont le nouveau Reich a besoin. Son œuvre la plus prestigieuse, la fondation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871. Il était conscient de l'ironie de la situation. La mise en scène de la fondation du Reich allemand dans l'un des plus beaux endroits de France, la Galerie des Glaces du château de Versailles. Aucune photographie ne fut prise lors de la proclamation de l'Empire allemand. Et Anton von Werner a été le seul artiste témoin de cet événement et avoir pu le retranscrire. On en déduit que son tableau est une image très fidèle de ce qui s'est déroulé. Mais en fait, ce n'est pas le cas, comme on peut le constater à travers les différentes versions qu'il en a réalisées. La version la plus connue de la proclamation de l'Empire, la version dite du château, a brûlé à Berlin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et voici la dernière photo de la version dite de l'Arsenal de Berlin, prise peu de temps avant que ce tableau soit lui aussi perdu dans les incendies. De toutes les versions du tableau de la fondation du Reich, un seul a survécu à la guerre. Anton von Werner allait ouvrir la voie à une politique artistique qui allait influencer des générations d'Allemands. Bien qu'il soit un fervent admirateur d'Alphonse de Neuville, d'Édouard de Taille et de l'art français en général, Anton von Werner fut jusqu'à sa mort en 1915 un farouche opposant aux nouvelles directions que prenait l'art français, notamment l'impressionnisme. Il n'a jamais compris qu'avec la guerre de 1870, l'histoire de l'art contemporain avait profondément évolué. Les champs de bataille de la guerre franco-allemande. Nulle part il n'existe ailleurs une telle densité de monuments liés à une guerre. Ici sont nées des images, des tableaux et des panoramas. Premier média de masse de l'histoire qui a, en son temps, attiré des millions de visiteurs. Ça serait un rêve extraordinaire de pouvoir voir le panorama de Rezonville en entier pour de vrai.
ça se réalisera probablement jamais. Mais avec l'imagination, on peut recréer le panorama, on peut revoir pour que les gens se rendent compte de la qualité artistique de ce moment dans l'art du 19e. Je trouve le 19e siècle très excitant, parce que l'ancien et le nouveau temps s'y donnent la main. Les historiens de l'art ont toujours affirmé que les panoramas étaient un divertissement de masse du 19e siècle. Je pense pourtant que si nous trouvons des thèmes d'actualité, il reste encore un excellent moyen d'expression. Je crois que les panoramas ont quelque chose d'unique. Et si je devais vivre encore quelques années, j'aimerais prouver que c'est une forme d'art reléguée à tort aux oubliettes.